Je vais vous présenter mon mémoire de DES qui s'intitule « Les tentatives de suicide violent, caractéristiques et perspectives d'adaptation du dispositif de veille des suicidants vigilance ». Alors, le suicide est un problème majeur de santé publique qui a un impact prépondérant mondial. Parmi les suicidants, on retrouve une très faible proportion de patients ayant utilisé un mode de tentative de suicide violent, comme la pendaison, les armes à feu, le saut dans le vide. Donc, cet histogramme montre à quel point il existe une disparité selon la méthode de suicide employée, le taux de tentative de suicide et le taux de mortalité. Tous les moyens utilisés n'auront pas la même probabilité de létalité. Nous avons souhaité étudier les tentatives de suicide graves afin de mieux appréhender le suicide et les suicidés. Si les caractéristiques des suicidants sont globalement distinctes de celles des suicidés, cette population est hétérogène et comprend en son sein une toute petite proportion de patients qui pourraient être similaires aux suicidés puisqu'ils ont frôlé la mort. Les tentatives de suicide à létalité élevée ont donc un caractère exceptionnel, lié à la sévérité de leurs conséquences cliniques, à leurs issues quasi fatales et à leur risque majoré de suicide ultérieur. Donc, je crois que vous connaissez maintenant bien le dispositif de recontact des suicides en vigilance. Donc, chaque patient est inclus dès sa sortie des urgences ou d'hospitalisation. Il reçoit une carte ressources prévention. Il est ensuite informé par SMS ou par courrier de l'appel à venir. Donc, il y a un recontact à 6 mois avec un bilan thymique, une Columbia, un questionnaire d'évolutivité, et à l'issue duquel la prolongation de la veille peut être décidée. Et si le geste suicidaire correspond déjà à une récidive, on a un premier recontact téléphonique qui est organisé entre le 10e et le 21e jour. Nous avons donc souhaité distinguer et comparer les données vigilance des patients ayant fait un geste suicidaire de létalité élevée, caractérisé dans le cas présent par une tentative de suicide violent, à une population contrôle de patients ayant fait un geste de faible létalité, soit une IMV, avec une sortie le jour même. Le but était de mettre en évidence les différences lors des appels afin de pouvoir adapter l'algorithme de veille selon le mode de suicide pour mieux prévenir le risque de récidive. Les critères d'inclusion. Donc, nous avons inclus tous les patients, hommes et femmes, à partir de 15 ans, enregistrés dans vigilance suite à une tentative de suicide ayant eu lieu en 2016, à la sortie des soins psychiatriques ou somatiques d'une tentative de suicide. Les critères d'inclusion de la population étudiée étaient donc les patients enregistrés dans le dispositif vigilance après une tentative de suicide violent, c'est-à-dire une pendaison, noyade, saut dans le vide, lésion par arme à feu, par arme blanche, par le feu, électrocution, accident de la voie publique ou des tentatives complexes, c'est-à-dire incluant plusieurs méthodes, dont une parmi les méthodes précédemment citées. En effet, parmi les populations enregistrées selon les critères d'inclusion, seul le mode de suicide nous permettait de différencier la létalité supposée du geste suicidaire. Quant à la population contrôle, elle était composée de patients enregistrés dans le dispositif vigilance après une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, dont la prise en charge hospitalière était inférieure à 24 heures. Étaient exclus les patients n'ayant pas fait de passage à l'acte avéré, ceux ayant fait une tentative de suicide par phlébotomie, les patients détenus qui n'étaient pas enregistrés dans le dispositif en 2016, les patients n'étant pas joignables par téléphone, et étaient exclus de la population contrôle les patients enregistrés dans le dispositif vigilance après une tentative de suicide par IMV dont la prise en charge excédait ou était égale à 24 heures. Donc, plusieurs données ont été analysées, celles de la fiche d'inclusion et puis les données recueillies lors des appels à J10 et à 6 mois. Parmi les 3212 patients enregistrés dans vigilance en 2016, 515 étaient sélectionnés après exclusion des patients non éligibles. 218, soit 6,8% de la population inclue, avaient fait une tentative de suicide violent. 297 patients étaient inclus dans le groupe contrôle de faible létalité, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une IMV et étaient sortis à J0. Tout d'abord, nous avons pu constater que, effectivement, les caractéristiques épidémiologiques de la population étudiée étaient différentes de la population contrôle.
Celle-ci était composée plus majoritairement d'hommes, étaient plus âgés et présentaient plus de comorbidités psychiatriques. Les gestes étaient associés à des conduites à risque et l'entourage ou le psychiatre qui les évaluait était également plus inquiet. Soit une population qui se rapproche des données épidémiologiques de la littérature décrivant les patients décédés par suicide ou présentant un risque de récidive de tentative de suicide ou de suicide élevé. Parmi les 515 patients éligibles, 238 non primo-suicidants ont été rappelés à J10 et seuls 120 ont répondu à l'appel, soit 54 patients ayant fait une tentative de suicide violent. Parmi les 515... La population de patients ayant fait une tentative de suicide violent tendait vers un pourcentage supérieur de primo-suicidants. Donc sur les 218 patients inclus pour une tentative de suicide violent, 125 patients, soit 57%, étaient primo-suicidants, donc n'ont pas eu d'appel téléphonique pendant 6 mois. Alors que cette population répondait nettement plus à l'appel de J10, respectait également plus significativement le compromis de sortie proposé. Les patients ayant fait une tentative de suicide violent ayant répondu étaient plus à risque de suicide puisqu'ils avaient un âge plus avancé et plus de comorbidités psychiatriques et addictives. Pourtant, c'était ces mêmes patients qui estimaient avoir moins besoin d'aide. Parmi les 515 patients éligibles à l'étude, 182 patients ont été perdus de vue faute de moyens nécessaires au rappel. C'est-à-dire que le nombre d'inclusions de 2016 a largement dépassé les prévisions et 333 patients des deux groupes n'ont malheureusement pas été rappelés. Et parmi les patients appelés, parmi les 135 patients ayant fait une tentative de suicide violent appelés, seulement 32 ont répondu, soit 23,7% de la population contactée. C'est-à-dire que 76,3% de la population, soit 103 patients, ont encore été perdus de vue. Donc 32 patients ont pu passer le deuxième questionnaire d'évaluation, le MINI, l'échelle d'évaluation du risque suicidaire Columbia et le questionnaire de satisfaction. Une grande partie des résultats du MINI et de la Columbia n'ont pu être analysés faute d'effectifs suffisants. On retrouvait néanmoins chez les patients ayant fait une tentative de suicide violent beaucoup plus de conduites à risque, plus de comorbidités addictives, une tendance homogène vers un risque suicidaire plus important, mais pourtant on ne retrouvait pas plus de récidives suicidaires au cours des 6 mois suivant l'inclusion. Ces patients étaient plus sensibles et favorables au dispositif de veille, qu'ils jugeaient significativement plus aidant et plus préventif. Ce dispositif est donc légitime et efficace. Il présenterait une bonne intégration auprès de ces patients particulièrement à risque. Et bien que les données ne soient pas significatives, on ne retrouve pas plus de récidives et même moins de décès, ni une augmentation de renouvellement de la veille chez cette population, ce qui semble plutôt prometteur de ce côté-là. Donc, un effectif supérieur aurait été nécessaire pour augmenter la puissance statistique de l'étude. Il aurait été intéressant également de pouvoir analyser d'autres données que nous n'avions pas, notamment celles qui caractérisent les tentatives de suicide graves. Donc, la population étudiée présente donc un risque de tentative de suicide ultérieure et de suicide plus élevé. Il faudra donc réfléchir à la nécessité d'augmenter la veille chez ces patients plus à risque et chez qui le dispositif de veille s'avère plus efficace qu'en population générale des suicidants. Nous proposons donc d'envisager de rappeler systématiquement tous les patients ayant fait une tentative de suicide violent à J10, sachant qu'en 2016, ils ne représentaient que 6,8% de la totalité des patients inclus. Donc appeler les primo-suicidants à J10, soit 57,3% de cet effectif, correspondrait à appeler 125 patients en plus, soit 3,9% des patients inclus dans Vigilance cette année-là, ce qui semble être un surplus de travail généré par cette adaptation, peut-être relatif. Donc, notre étude comportait beaucoup de limites, le biais de rappel, le nombre de perdus de vue, puisque les capacités de rappel ont été saturées, également le peu de réponses lors des appels téléphoniques. Il y a eu d'autres éléments, comme le suivi psychiatrique, on ne savait pas s'il était secondaire au geste suicidaire ou lié à une comorbidité psychiatrique. Dans tous les cas, il aurait fallu un effectif supérieur pour augmenter la puissance statistique de l'étude, notamment pour les résultats du MINI et de la Columbia.
Et enfin, nous n'avions pas de données concernant l'efficacité des cartes postales, hormis un meilleur ressenti évalué par les patients de cet aspect du dispositif de veille.